Crise du logement, infrastructures d'eau défaillantes, besoins énergétiques, les besoins des Outre-mer explosent alors que les budgets publics se contractent. Si l'État ne finance plus, qui prend le relais? Pour en débattre, voici Hervé Tonnerre, directeur des Outre-mer, directeur régional Pacifique, Banque des Territoires, CDC. Patrick Lingibé, avocat spécialiste en droit public, ancien bâtonnier de Guyane. Ils échangent tout de suite avec Philippine Robert, qui est journaliste au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hervé, bonjour Patrick, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et avant de vous laisser parler, parce que vous avez énormément de choses à nous dire, je sais que c'est un sujet qui vous passionne, je voulais lire quelques lignes pour poser le sujet. En revanche, à compter de 2030, l'État n'interviendra plus financièrement que dans ses domaines de compétences. La Nouvelle-Calédonie devra être en capacité d'assumer seule le financement de l'ensemble de ses compétences. Alors ces quelques lignes sont extraites d'un courrier de Sébastien Lecornu aux élus calédoniens qui date de début décembre et qui pose assez bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais vous proposer déjà d'établir un petit diagnostic. Quelle est la réalité de la situation aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un vrai désengagement de l'État? Quels sont les besoins des Outre-mer? Et pour ça, je voulais laisser la parole à Hervé Tonnerre, qui tous les jours est au contact à la fois des territoires de Bercy, pour qu'il nous dresse peut-être un tableau qui nous donne son diagnostic. Excusez-moi, c'est mon syndrome de Peter que j'atteins tous les jours. C'est important et je pense que ce courrier est très illustratif parce que forcément, je l'ai lu puisqu'on intervient en Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il interpelle de manière utile. Je veux dire, pour moi, il y a 3 sujets et 2 questionnements. Premier sujet, on le sait tous, c'est ce changement de paradigme, on voit très très bien. Il y a quand même des limites à l'intervention budgétaire de l'État. Les questions de la dette, je crois que tout le monde commence à se poser des questions. Je plaisante toujours, j'ai fait une école et il y a quelques années, je suis plus tout jeune, et on me disait le jour où la dette publique, mais je crois que j'ai une collègue qui a fait la même école que moi, donc elle a fait les mêmes cours, on disait le jour où la dette publique arrivera à 60%, c'est une catastrophe, à 80%, on ne la maîtrise plus. Et à 3% de déficit du PIB annuel, c'est au secours, on se sauve et on émigre. Je plaisante, mais ça fait près de sujet. Donc, il y a quand même un sujet de dette et on voit très bien qu'il y a des nécessités d'arbitrage budgétaire, y compris sur des enjeux majeurs comme la défense. Donc, à un moment, il y a un vrai changement de paradigme. Après, les besoins en Outre-mer, ils sont réels. Il y a une nécessité d'intervention, notamment dans des domaines qui relèvent de notre sphère de compétences. Je ne vais pas parler de ceux sur lesquels je n'ai aucune légitimité, y compris du régalien pur et dur. Troisième élément, il y a des revendications identitaires dans les Outre-mer, avec des demandes d'aspiration d'avoir de plus de compétences. Et compétences, capacité de les exercer, et autres, je pense qu'à un moment... Donc, dans les questionnements que je vois, hein, mais c'est pour faire rapide et pour répondre à votre sujet je me dis, il y a 2 sujets, c'est la notion de responsabilité, qui est responsable de quoi, et est-ce qu'il ne faut pas faire preuve de responsabilité, j'allais dire, les discours magiques ou l'argent magique n'existe pas. Après, il faut quand même essayer d'apporter de réponses, donc des acteurs comme nous, oui. Je pense que le rôle des entreprises, des acteurs privés est peut-être... à mieux réinterroger et valoriser y compris, parce que l'intervention budgétaire pure et dure, qu'elle soit, j'allais dire, en intervention en mode subventionnel ou en dépenses fiscales, elle va forcément atteindre ses limites. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter, mais on est des acteurs responsables. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver des réponses à questionnement. C'était juste pour poser la vision telle que moi je l'aperçois. Merci à vous. Patrick, je me tourne vers vous pour savoir est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic, et je voulais aussi vous interroger sur ce concept d'illicitoyenneté que vous utilisez, qui peut être utile pour ce diagnostic. Est-ce que vous pouvez l'expliciter et nous dire en quoi ce concept est intéressant pour décrire la réalité des territoires ultramarins aujourd'hui? Oui. Alors, Philippine, d'abord, sur le diagnostic, j'ajouterais que j'ai une double lecture, en fait, du courrier dont vous faites référence du Premier ministre. La première, elle renvoie à une notion qui a souvent échappé
en Outre-mer, c'est la théorie des compétences. L'État, par nature, ne doit intervenir que sur ses compétences. Or, on constate, c'est un constat objectif, hein, lorsqu'on prend effectivement les financements, que l'État, parfois, c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, ça peut être le cas en Polynésie, qui sont les deux collectivités, il faut le rappeler, les plus autonomes de la République. Et ça va même encore plus loin pour, effectivement, la Nouvelle-Calédonie, qui est une collectivité à statut constitutionnel, de nature constitutionnelle, contrairement aux autres collectivités comme la Polynésie, où l'État intervient, finance des compétences qui ne sont pas régaliennes. On appuie, on appoint. Alors, c'est en fait le retour à on finance ceux qui nous relèvent de nous, en fait c'est ça le message. Et le deuxième, il est contextuel, c'est que l'État, face à aussi à une dette qui est quand même abyssale, où il y a des priorités. En l'occurrence, donc une des priorités qu'on oublie, c'est la priorité de défense nationale et de souveraineté, amène à revoir l'équation financière et la répartition. Donc voilà la double lecture que j'ai. Alors, concernant la notion d'illicitoyenneté, qu'effectivement, c'est un des logismes que j'ai forgé. Il vient de quoi? Il faut bien avoir, lorsqu'on parle de l'outre-mer, qu'est-ce qu'on a comme tableau? On a un ensemble d'indicateurs qui, très clairement, démontrent un décrochage total des outre-mer par rapport, effectivement, à l'Hexagone. Notamment quoi? Lorsque vous prenez, par exemple, l'indicateur de la pauvreté, vous la comparez par rapport à l'Hexagone, vous avez des départements où le taux de pauvreté est, passez-moi l'expression, insultant pour les valeurs de la République que nous portons. Quand vous avez, par exemple, 54%, et c'est des chiffres officiels, parce que officieusement, ils sont plus importants, vous avez un taux de pauvreté, ça amène quoi, en l'occurrence, comme réflexion? C'est que on arrive dans les territoires d'outre-mer à ce que les besoins essentiels, en l'occurrence, ne sont pas satisfaits. Et par ailleurs, vous avez un décrochage par rapport à l'accès aux droits. C'est-à-dire que l'illicitoyenneté, c'est quoi? C'est positionner, moi je pose le cadre juridique en tant que juriste, d'un accès de différents droits qui, effectivement, matériellement deviennent impossibles. Parce qu'effectivement, les réalités des territoires font qu'on n'arrive pas à accéder. Voilà, parce que quand on est plus pauvre, manifestement, vous ne pouvez pas effectivement accéder aux droits. Et l'un des éléments quand même, que je rappelle, c'est notamment une charte des droits sociaux européenne, qui, vous savez, elle existe depuis 1961, elle a été révisée en 1998, elle n'est pas applicable aux territoires d'outre-mer, singulièrement aux 5 départements, régions d'outre-mer qui pratiquent le principe de l'assimilation. Ça veut dire qu'au sein de la population française, vous avez une discrimination qui est fondée sur l'origine, ce qui est interdit. Ben, voilà. Et ça veut dire que, comme résonance, vous avez la perception de l'ultramarin qui perçoit effectivement l'application du droit et des valeurs segmentées. C'est-à-dire que vous avez une différence entre une discrimination qui est faite entre deux populations. Voilà, suivant son lieu d'origine. Merci beaucoup. Alors, avant de passer aux solutions, je voulais poser une question. Je ne sais pas, peut-être que c'est Hervé qui pourra y répondre ou Patrick, comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui fait que malgré beaucoup d'argent a été mis dans les territoires ultramarins, pourquoi on est dans cette situation que vous décrivez où les indicateurs socio-économiques sont désastreux? Pourquoi cet argent qui a été mis dans les territoires ultramarins n'a pas réussi à améliorer la situation? Alors, la réponse est très, très complexe. Elle est atypique en plus selon les territoires. Oui, je veux dire, j'entends tout à fait et je partage. Et la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, a fait des Outre-mer un territoire d'intervention particulier. Ça justifie bien quand on estime qu'il y a des disparités de population. Et j'ai vécu dans 2 territoires ultramarins et j'ai servi dans un territoire ultramarin une collectivité. Un moment, je vais dire, l'ampleur des besoins, notamment dans certains territoires, avec des chocs démographiques, la difficulté, la capacité de population, l'articulation avec des normes, tout ceci fait que
Après, aussi la capacité aussi de pouvoir mobiliser effectivement, donc c'est la notion d'ingénierie de projet. Après, il peut y avoir des obstacles juridiques. On le voit sur le logement, qui est un vrai sujet. Hier, j'ai échangé avec quelques élus antillais. Par exemple, le sujet d'indivision pour du foncier, pour créer de l'habitat social, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que le droit aussi, il y a plein de facteurs. Donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a aussi des notions, on le sait très bien, des fois dans des endroits, c'est un peu compliqué la politique de l'eau. Et il a fallu comme des interventions, y compris des fois dérogatoires de l'État. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette notion de responsabilité. C'est-à-dire, oui, il y a de l'argent dans les Outre-mer. Je rappelle que, si je prends ne serait-ce que l'intervention qu'a fait notre maison, la Caisse des dépôts, dans le cadre du drame qu'a connu Mayotte, on a mis une enveloppe de 600 millions d'euros dans des conditions très exceptionnelles, en plus de ce que fait l'État. Et on est très attentif avec nos partenaires mahorais d'optimiser, comme cette enveloppe est à condition très particulière, les projets pour qu'ils aient le plus de sens. Mais on ne peut pas rattraper du jour au lendemain. Donc je pense que ce que dit Patrick, c'est qu'il y a des vrais sujets qui légitiment une action et une forme, j'allais dire, au sens noble du terme, de discrimination positive. Et en même temps, moi, ce que je disais en amont, c'est qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas être, on le voit des fois, où on a mis beaucoup d'argent public sur des sujets qui n'avancent pas, ou laquelle la performance économique de services publics ou autres pose question. Donc c'était en train de se dire, je pense qu'il faut que tous les acteurs, dont les acteurs ultramarins qui ont la compétence, mais les acteurs économiques, les acteurs politiques, les acteurs institutionnels au sens large, se posent aussi cette question de responsabilité. Quelle est notre propre responsabilité? Quel est l'enjeu? Et à un moment, c'est ce que je disais, et je trouve que c'est très très bien d'avoir un interlocuteur comme Maître Alain Gibé. C'est cette question, au moment que je me pose la question républicaine, c'est qu'est-ce qui fait cohésion, qu'est-ce qui fait nation? Si à un moment, dans une nation, on dit la solidarité, elle est asymétrique, c'est-à-dire que ce n'est que l'Hexagone qui vient en solidarité sur les Outre-mer, mais d'un autre côté, vous n'avez plus aucun lien ou très ténu, où le seul lien, c'est un lien de dotation, de subvention. Je pense qu'il faut quand même qu'on partage un projet dans cette République pour que chacun, parce que sinon, y compris un centre peut-être de ressortants et centres hexagonaux, vont se poser la question, pourquoi je dois, y compris... Voilà, c'est tous des sujets. Nous, on est une maison de service public qui a une compétence, j'allais dire, universelle sur l'ensemble du territoire de la nation, dans le cadre de la Constitution, ça veut dire quel que soit le statut. Donc quand on va mobiliser le livret A, quand on fait une enveloppe de 600 millions d'euros du livret A pour Mayotte, ce n'est pas de l'argent prélevé de Mayotte, c'est de l'argent prélevé d'ailleurs, y compris de territoire ultramarin, de l'épargne des Français, qui est protégé, dont on a le mandat, et qui va servir pour les Mahorais. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi toutes ces notions là derrière, avant de parler des outils, des pistes. Pour ça, je note la notion de responsabilité. Je pense qu'il faut qu'on se pose tous question. C'est si à un moment l'argent public est plus rare, donc plus cher entre guillemets. Au-delà de voir comment est-ce qu'on peut trouver d'autres formes de levier, c'est de poser la vraie question qu'est-ce qui dans chaque territoire est prioritaire et qu'est-ce qu'on peut construire en commun entre l'État, les collectivités qui ont vocation à prendre un certain nombre de compétences, mais quelle est la juste compétence pour voir des sujets comme la Nouvelle-Calédonie. Il y a un centre de compétences qui, pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une perfusion très très forte. Je crois que les chiffres, c'est maintenant 35% du PIB, ça fait presque de 2 ans, qui est... voilà, c'est tout ceci. Je dis qu'on n'aura pas forcément des réponses dans cette table ronde, et surtout nous deux, je pense qu'on n'est aucune façon, on a quand même l'humilité nécessaire, mais je pense qu'il faut que tout le monde se pose la question qu'on est dans un changement de paradigme, et ne pas vouloir le comprendre, ça va amener des échecs. Merci beaucoup. Patrick, je voulais me tourner vers vous parce que le temps passe pour explorer le champ des solutions. Alors, vous avez publié sur le site du Point une tribune pour inventer un logiciel ultramarin pour la République où vous exposez des pistes de solutions. Est-ce que vous pourriez expliquer à notre public votre réflexion? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour les Outre-mer? On va inviter à lire la tribune. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Hervé. Alors, il y a beaucoup d'argent, je le rappelle dans ma tribune, mis sur la table. Bon, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi les indicateurs demeurent au rouge? C'est pour ça que je parle de changement de logiciel.
c'est en fait le prisme, je dirais, national, hexagonal, à l'égard de l'outre-mer. Des outre-mer, parce qu'en fait, aucun outre-mer ne reprend un autre, contrairement à ce que l'on pense. Je crois que le premier problème que nous avons, c'est qu'en outre-mer, nous sommes dans des bassins de vie, il faut le rappeler, qui sont radicalement différents des référents hexagonaux. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, c'est corrélé à un autre principe qui a été véhiculé depuis 1946 avec la départementalisation. C'est le principe, dit dans les législatives, mais surtout d'égalité. Or, je l'ai écrit suffisamment en doctrine, l'égalité poussée à son extrême dégénère en inégalité. Le problème, c'est que vous avez tellement d'atypicité dans les Outre-mer que vous êtes obligé d'adapter ce principe d'égalité. Sinon, vous ne se sortez pas. Et la réalité, c'est que nous sommes effectivement, nous n'ayons pas à le dire, mais on pratique beaucoup de système D, sans dire exactement, mais en fait, la réalité, c'est que vous voyez très bien que le logiciel du copier-coller, effectivement, des écoles ne fonctionne pas. Donc, vous êtes obligé Et il est temps pour moi, effectivement, d'avoir, à mon sens, une réelle réflexion sur, effectivement, la problématique de la norme, qui, je pense, effectivement, fossilise singulièrement les départements régions d'outre-mer, parce que le principe d'identité, a des solutions qui sont absurdes. Le deuxième, c'est la relation qu'on a avec les outre-mer, en l'occurrence. Quelle place, on ne construit pas, en fait, unilatéralement un territoire. Un territoire, il se co-construit. Et le logiciel jusqu'à maintenant utilisé par Paris, c'est en fait un logiciel qui vient, effectivement, la décision est prise à Paris et elle est exécutée. Le problème, c'est que le copier-coller, comme je disais, ne fonctionne pas et on se rend compte beaucoup de loupés. Tant que vous ne faites pas adhérer les gens à une politique publique que vous vouliez concrétiser, vous échouez. La troisième, on parle de solution, c'est qu'on sait très bien que l'État a des limites, qu'il ne pourra pas, très clairement. Hein. Et il est temps, pour moi, effectivement, parce qu'un territoire, avant tout, c'est un développement économique. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est pas un développement politique. Ce qui fait la force d'un territoire, c'est l'économie. Comment vous arrivez à arrimer, effectivement, un développement économique à un territoire? Alors, ce n'est pas des solutions politiques. Le politique va accompagner l'économie. Donc, ça veut dire, pour moi, il faut effectivement phosphorer vers, effectivement, ce que j'appelle d'ailleurs dans la tribune un fonds souverain ultramarin, c'est-à-dire faire participer, notamment on parlait de diaspora ce matin, ultramarine, il faut savoir qu'elle est très forte. Je suis bien placé pour le savoir, puisqu'effectivement, je communique souvent avec elle en tant qu'auteur. Donc, je vois qu'ils sont très présents. Et en fait, ils ne demandent pas mieux que, effectivement, de concourir, même à distance, au développement de d'un territoire. Et comment utiliser cette masse? On a déjà, avec la Banque des territoires qui, effectivement, déjà accompagne, pourquoi, effectivement, ne pas créer un fonds, en l'occurrence, qui serait alimenté, notamment, effectivement, par cette diaspora ultramarine, entre autres. Mais en fait, je veux dire que la solution, c'est effectivement de trouver une alternative au développement et faire participer les ultramarins, effectivement, à une meilleure gestion de leur territoire et surtout avoir une politique de transparence. C'est-à-dire que les gens doivent savoir, effectivement, où vont les fonds et à quoi ils servent. Voilà. Merci beaucoup. Alors Hervé, je voulais vous faire réagir sur les solutions proposées par Patrick, qui ont l'air de ravir la salle, et notamment sur cette idée d'un fonds qui serait notamment alimenté par la diaspora. Comment mieux mobiliser l'argent privé? Alors, je vais commencer par le fonds, puis après je vais dire les capacités d'appui aussi au secteur public. Alors, c'est formidable parce que j'allais dire, soit les grands esprits ou soit les esprits se rencontrent, parce que je ne vais pas dire qu'on est des grands esprits, mais très concrètement, il y a un certain nombre de partenaires d'ailleurs qui sont autour de la table. Nous, on est en train de se dire, il y a des sujets, il y a donc de l'investissement qui se fait en Outre-mer, il y a des fonds d'investissement, il y a des structures, mais on est en train de porter avec un certain nombre de partenaires, donc y compris un grand partenaire à nos côtés comme l'AFD, y compris un groupe bancaire qui est dans la salle, on en approchait, d'autres acteurs, un grand groupe ultramarin. On est en train de se dire qu'un fonds d'investissement à impact, ça pourra avoir du sens. Alors, c'est un peu cette zone grise, c'est-à-dire on est bien dans du développement économique,
on est bien pour créer de la richesse, parce que la richesse permet aussi d'avoir derrière des impôts et de la capacité de faire des actions publiques. Mais on dit, nous qui sommes une structure bicéphale, si on intervient, ça sera en fonds propres. Hein. Je veux dire, c'est pas en mode subventionnel, c'est pas avec l'impôt du contribuable et c'est pas avec le livret A. Hein. Je rassure tout le monde, c'est les fonds propres de la Caisse qui est prête à faire un effort je veux dire, avec ses partenaires pour aller. C'est-à-dire, les Outre-mer ont besoin, moi je le dis toujours, hein, je disais que j'adore participer à deux manifestations, celle de Innovation Outre-mer, hein, qui est portée par Daniel Hersault, et celle des talents d'Outre-mer. Et on voit qu'il y a des choses formidables en Outre-mer. Et on pense qu'il y a une espèce de faille de marché où il y a des structures qui peuvent se développer, des entreprises, légitimement, avec les sujets classiques, et y compris le monde bancaire qui fait son travail. Et on pense que, à côté, pour une prise de risque, mais qui sont encadrés, hein, et nous on dit toujours qu'on est pour le juste risque, et on serait investisseur avisé, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas vocation à soutenir des mauvais projets. Il faut qu'on soit capable, des acteurs comme nous, de prendre un peu plus de risques, de demander peut-être un peu moins de rentabilité avec d'autres, mais je dis bien avec d'autres, c'est-à-dire à la fois des institutions, j'allais dire nationales, qui viennent par effet de solidarité et qui apportent une force de frappe nationale, mais aussi avec des entreprises ultramarines qui ont déjà réussi et qui accompagneraient des entreprises en devenir. Donc on est en train d'y travailler concrètement. J'espère qu'avec l'accord j'allais dire, qu'on y arrivera. Et donc je fais un appel à nous rejoindre, et donc que ce soit des entreprises nationales ou des entreprises ultramarines. Parce que je pense qu'une des solutions dans ce besoin d'accompagnement, c'est aussi que le monde économique, qui ne doit pas être stigmatisé, hein, autant la réglementation, le dispositif de la vie chère, il peut y avoir des sujets de régulation et tout, autant je pense qu'il faut faire confiance au monde économique aussi, et essayer de lui dire que c'est son rôle, si à un moment ce monde économique ne veut pas être écrasé aussi par les enjeux d'insatisfaction sociale, de crispation, qu'il joue, mais dans sa partie, ce qu'il sait faire, de l'économie. Après, sur l'appui aux collectivités, je pense qu'une maison comme la nôtre, je dis, tout le monde se plaisantait, on est une vieille maison, le livret A, c'est... Alors pour l'épargnant, il n'est pas très content maintenant, même si c'est au-delà de l'inflation, mais imaginez le contrat cyclique, on va prêter pour des collectivités sur des sujets à 45, 50 ans ou 60 ans, avec un taux du livret A, bon, il est de 1,50, on le moyenné, hein, si on prend 40 ans et qu'on fait 40 ans, il sera à 2, avec des marges à 0,50 ou 0,60. Est-ce que autant emprunter pour faire du fonctionnement, c'est pas bien, ça les collectivités de toute façon elles n'ont pas le droit, autant emprunter pour de l'investissement public, est-ce que c'est pas aussi une capacité, si vous avez un bon DAF, je vous ai indiqué le taux, vous voyez à peu près l'inflation, de faire des choses qui permettent de poursuivre l'accompagnement public avec quand même la partie subvention qui restera à l'effort européen, de dire utiliser des ressources comme la nôtre, qui sont quand même l'épargne des Français, mais au service de l'intérêt public, que ce soit le logement social, les grandes infrastructures, la transition écologique, énergétique. On voit qu'on est en train de sortir un sujet qui s'appelle territoire d'IA. On va essayer d'aider les entreprises et les territoires, les collectivités à utiliser l'IA pour être plus performantes, y compris dans les démarches que doivent faire les entreprises. C'est ça, je veux dire, il faut sortir du tout budgétaire, il faut maintenir du budgétaire, mais il faut aussi que d'autres acteurs, et que là, les effets de levier divers et variés, j'en donne que deux, il doit y en avoir d'autres. Mais je crois au monde des entreprises, je dis cette notion de fonds impact sur lequel on travaille à plusieurs partenaires, et ça rebondit sur une idée, on ne s'est pas concerté de Patrick Lingibé. Je pense à un moment, et je dis cette notion d'évergétisme. Alors on m'a dit évergétisme, ça fait un peu à fond perdu. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans l'antiquité grecque romaine, les citoyens, y compris qui avaient réussi, contribuer au développement de la vie, de la société. Et je me dis, à un moment, ceux qui ont plus de chance, qui ont plus réussi, doivent aussi contribuer, mais pas d'une manière coercitive, il ne faut pas leur mettre plus d'impôts, etc. Ce n'est pas mon sujet, je ne suis pas légitime. Je dis, nous, on est un acteur économique, on est prêt avec ses partenaires à leur dire, à nos côtés, dans un modèle économique qui n'a pas vocation à perdre de l'argent, essayons quand même de faire des efforts pour aider les entreprises plus innovantes ou plus jeunes. Merci Hervé. On va s'arrêter là et prendre, on va prendre des questions du public. Des questions du public. Oui, on a aussi monsieur là-bas. Merci. J'ai une question. Bonjour. Oui, j'ai une question. Alors attendez. On va commencer avec monsieur et ensuite ce sera madame, si vous le voulez bien. Merci. Gardez le micro, madame, s'il vous plaît. Alors, moi, ma question, elle est la question du mur de l'investissement et de ce désengagement dans certains financements sur les territoires. Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte pour d'autres puissances économiques qui ont
matière à pouvoir investir, d'utiliser cet outil pour justement lâcher plusieurs milliards sur les territoires et un peu inverser la tendance, parce qu'on voit bien que dans ce monde un peu, dans cette géopolitique qui est en train de s'installer, que des grandes puissances cherchent à conquérir de nouveaux territoires. Alors, puis je laisserai après Patrick compléter. Le sujet, on a vu des tentations, y compris, j'ai une casquette spécifique sur le Pacifique, on voit de temps en temps, mais dès qu'il faut rentrer dans le dur, dès qu'il faut rentrer dans le modèle économique, dès qu'il faut aussi s'adapter aux spécificités, on voit que c'est un peu plus compliqué d'intervenir. Et je le dis encore, c'est pour ça que je parlais des maisons comme la nôtre, il y a encore des ressources mobilisables, il y a encore une capacité, sous réserve qu'il y ait des projets utiles. C'est pour ça que j'ai appelé au principe de responsabilité. On ne pourra pas tout faire, mais on peut faire un certain nombre de priorités. On n'est pas encore besoin d'aller... Alors, il y a une illusion, je le dis, une illusion de se dire certains partenaires vont venir, ce que la France ne peut pas faire, ça ne sera jamais gratuit. Et quand on est dans le concret, on voit que le prix à payer est déjà un peu élevé. Et deuxièmement, que lorsqu'on explique qu'il y a des normes, des capacités, des normes sociales, de recrutement, de charges sociales, de choses comme ceci, on voit tout de suite que l'enjeu, donc soit on abaisse le niveau d'exigence, et ça peut être un choix des ultramarins, si c'est des évolutions constitutionnelles qui sont validées. Dans le cadre de la Constitution, je laisserai mon camarade, entre guillemets, maître Managi pour préciser, mais à un moment... à niveau de développement actuel, c'est compliqué pour d'autres sponsors de venir de manière complètement désintéressée. Voilà, c'est toute une notion que je disais de responsabilité. C'est pour ça que j'appelais la solidarité nationale qui existe et qui doit se maintenir. Mais la solidarité nationale me permet de maintenir aussi un certain niveau de standard de vie. Et c'est ça aussi. Je ne pense pas que des gens viennent spontanément un régime de sécurité sociale sur 380 000 habitants, ou 280 000, 265 000, ou de retraite n'est pas équilibré. Est-ce que spontanément, ça sera le secteur premier dans lequel un acteur viendra en disant vous ne faites pas d'efforts et vous ne réformez pas votre régime? Voilà, il y a plein de questions derrière, donc je pense que c'est plutôt déjà au sein de la communauté nationale de réfléchir. Voilà, on va laisser Patrick répondre et on va prendre la question parce qu'on est un peu pris par le temps, pardonnez-nous. Alors, j'ai deux observations sur votre question. La première, c'est que quand vous parlez effectivement des puissances financières, je suppose que vous parlez à des puissances extérieures. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. On sait très bien, et ça je l'avais dit depuis 2020, d'ailleurs je l'ai écrit, que l'outre-mer est devenu un terrain de jeu pour des puissances étrangères. On s'est réveillé tardivement, on s'en est aperçu, mais ça fait un moment effectivement que l'outre-mer intéresse d'autres territoires, et pas simplement l'Oncle Sam. La deuxième observation... je n'utiliserai pas le terme de retrait de l'État, c'est plus un repositionnement en l'occurrence. Puisque si l'État capitulait et se retirait, il n'y aurait plus de compétences régaliennes et plus de souveraineté. Ce n'est pas le cas. Donc en l'occurrence, je pense plus que jamais, en fait, la voie de développement économique alternative passera par le secteur privé. Ce que je dis, c'est pour ça que je soulevais le point effectivement d'un fonds souverain ultramarin. On va prendre vraiment rapidement cette dernière question, madame, puisque vous avez... Oui, j'avais une question en ce qui concerne la mobilisation, par exemple, de la capacité d'investissement et d'épargne des personnes ultramarines. On sait que, par exemple, chez un de nos voisins assez proches, en Tunisie, le concept a déjà été développé depuis 2019. En 2023, le concept a fait un bond avec Diavdev, et d'ailleurs il est intéressant de noter que l'AFD a participé à la mise en place de ce système, et donc notre agence française de développement. Et donc moi je voulais savoir si est-ce qu'on voyait des avancées concrètes sur ce sujet, et sinon quels pourraient être les freins par rapport à cette idée qui semble avoir un impact structurant chez nos voisins méditerranéens. Merci. C'est un vrai sujet. Je donne un exemple concret et une réflexion. Un exemple concret, après la crise en Calédonie, on a créé en 2025 un fonds d'investissement pour les entreprises en Calédonie doté de 10 millions d'euros. 5 millions d'euros dans le cadre de France 2030, dans le cadre du mandat que nous avons pour le compte de l'État, et qui doivent être collés à
j'allais dire au franc Pacifique, à l'euro, avec un investissement participatif, entre guillemets, qui est levé auprès notamment de personnes ultramarines du Pacifique qui veulent défiscaliser. C'est une façon intelligente de trouver une forme de contribution et de maxer un mix entre les publics privés sur un peu ce que j'appelais. Donc c'est un exemple concret. Un autre exemple, et je le donne, c'est un questionnement. Il existe des dispositifs d'incitation fiscale pour la défiscalisation. Il faut peut-être se poser la question, je pense que la défiscalisation légitime, sur la plus-value de ceci. Je disais, nous on réfléchit, je suis représentant de la Caisse des dépôts dans un fonds d'investissement, dans un autre fonds d'investissement, et je suis représentant pour l'outre-mer à côté d'un représentant du métier. On a vu passer deux dossiers, un dossier d'hôtel et un dossier lié à une chaîne de fast-food. J'ai rien contre la chaîne de fast-food et il faut que, voilà, c'est des métiers, il faut que ça vive. Du côté de la Caisse des dépôts, on a mis un veto de notre participation sur le deuxième sujet parce que nous, on souhaite aller lutter pour la santé et évidemment le modèle économique, l'obésité, le diabète, voilà, c'est quand même des sujets en outre-mer, on s'en sentait un peu en porte-à-faux. Donc, à un moment, sur des sujets d'intérêt public, voilà, c'est comment on arrive à mixer l'investissement privé qui doit donc avoir un retour parce que votre épargne, vous avez quand même envie, vous l'avez quand même gagnée, vous avez quand même envie qu'elle vous rapporte quelque chose et c'est peut-être ce qui va vous permettre de gérer votre vieillesse avec aussi une vertu éthique. Je pense qu'il y a un ensemble de questionnements, c'est pour ça que je disais ce débat, c'est plus un débat de questionnement, qu'est-ce qu'on fait et s'il faut réorienter à un moment la défiscalisation, peut-être s'interroger sur sa plus-value et de ce qu'on doit faire si à un moment on ne peut plus tout faire. Si c'est plus open bar, à un moment, qu'est-ce qu'on essaye de faire par rapport à un certain nombre de priorités. Voilà. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Merci à vous pour la qualité de vos questions. On peut les applaudir. On se fait une très courte pause avant de s'interroger sur les enjeux de la connectivité aérienne ultramarine. À tout de suite.